Je suis né à Arera, une petite ville près de Barcelone. Je suis le 13e de 14 enfants d'agriculteurs catholiques. À 14 ans, je suis passé chez un minotier de Barcelone qui m'influence beaucoup sur mes idéaux républicains. J'étudie P.I. Margar et les doctrines des internationalistes. En 1883, je rejoins la compagnie des chemins de fer et je travaille sur le trajet Barcelone-Cervera. Et là, j'en profite pour faire passer en France des anarchistes poursuivis et je participe à divers mouvements de révolte. Je suis alors exilé. Je m'en vais à Paris avec Teresa Sammarti. Nous avons 3 enfants ensemble. Entre 1886 et 1901, je suis à Paris et je fréquente les cercles républicains et anarchistes. Dans tous ces milieux, les questions éducatives et scolaires sont particulièrement présentes. Pendant ces années parisiennes, je travaille au projet éducatif de l'école moderne. En 1901, je rentre en Espagne pour fonder à Barcelone mon école moderne. À cette époque, il règne une grande agitation sociale et politique, ce qui fait renforcer la suspicion des milieux conservateurs envers moi et mes idées. En 1899, 6 ans après ma rupture avec Teresa, j'épouse Léopoldine Bonnard. C'est une libre penseuse avec qui je parcours l'Europe. En 1906, il y a un attentat contre le roi d'Espagne par un de mes collaborateurs. Mon école moderne est fermée et elle ne ouvrira plus ses portes. Je suis emprisonné puis libéré faute de preuves. En 1909, je suis à nouveau emprisonné parce que j'aurais participé à des émeutes. En fait, ce sont mes idées davantage que mes actes qui sont visés par l'État espagnol. J'apparais à l'époque comme un chef du mouvement anticlérical. Le 13 octobre, au terme d'un simulacre de procès, je suis fusillé et je lance ce dernier mot. Je suis innocent! Vive l'école moderne! Mon projet éducatif s'inscrit dans une pensée révolutionnaire. Elle rejoint plusieurs courants d'idées, l'anarchie, le libre examen et l'anticonformisme en général. Ma grande réalisation est la mise en place d'une école moderne, qui est une école laïque, rationnelle et scientifique. C'est une école émancipatrice qui avait pour but de supprimer ce qui divise les hommes, comme la religion par exemple, et d'obtenir la liberté que nous désirons tous et dont personne ne profite complètement. Mon projet est une école pilote et selon moi c'est une école moderne dont il faut suivre le modèle et dont il faut répandre la réalisation. Maintenant, je vais vous présenter les grands principes pédagogiques de mon école. Ce qui a beaucoup choqué le monde de l'enseignement, c'est la coéducation des filles et des garçons. Et pourtant, mon premier grand principe est l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'éducation. En effet, selon moi, la femme n'est pas vouée à un avenir de mère au foyer. Son action est d'exercer au-delà des murs de la maison. Pour que la femme puisse partager son action bénéfique, il faut qu'elle obtienne les mêmes connaissances que les hommes. Ce cher Francisco Ferrer aurait été bien content de voir qu'à l'heure actuelle, l'action de la femme s'exerce au-delà des murs de la maison. La preuve, nous avons failli connaître la première présidente des États-Unis. Néanmoins, en tant que futurs enseignants, nous nous devons de continuer à prôner l'égalité des sexes dans nos classes et dans nos pratiques. C'est-à-dire ne pas véhiculer des stéréotypes qui renforcent les inégalités entre les hommes et les femmes, que ce soit dans nos leçons, dans nos paroles ou dans notre matière. Je soutiens également la coéducation des différentes classes sociales parce que la coéducation entre les riches et les pauvres facilite le contact entre les uns et les autres. Le deuxième grand principe que je défends dans mon école moderne est donc la mixité des classes sociales au sein d'une même classe. Malheureusement, à l'heure actuelle, les élèves n'ont pas accès à toutes les écoles. En effet, il existe des écoles privées qui ne sont accessibles que par des personnes appartenant à une certaine classe sociale. À côté de ça, il y a des élèves qui sont dirigés automatiquement vers des écoles à discrimination positive par faute de moyens. En tant que future enseignante, je m'engage à essayer de donner les mêmes chances à tous mes élèves. Le troisième grand principe au sein de mon école moderne est l'importance accordée à l'hygiène.
C'est pourquoi nous présentons la saleté comme la cause de maladies et d'infections dangereuses et la propreté comme une chose essentielle à la santé. L'influence de cet enseignement est arrivée dans les familles et a changé les routines quotidiennes. À l'heure d'aujourd'hui, les moyens mis en œuvre pour améliorer l'hygiène dans les établissements scolaires sont mis à disposition des élèves, tels que les douches dans les salles de gymnastique et les éviers dans les salles de classe et les toilettes. Cependant, ce n'est pas pour autant que les élèves les utilisent, car ils n'y sont pas assez sensibilisés. C'est pourquoi, en tant que professeur de sciences, j'envisagerais de donner un cours sur l'hygiène à mes futurs élèves. Le grand principe suivant de l'école moderne stipule que l'élève ne doit pas être soumis à un patron. Il doit entrer dans la vie active avec ses propres capacités afin de devenir le maître de sa propre vie. Dans notre école moderne, nous ne punissons pas les enfants. Ces pratiques nous semblent un petit peu absurdes. En effet, les enseignants qui travaillent dans notre école moderne doivent renoncer à tout châtiment matériel et moral. En effet, la punition n'est pas adaptée aux apprentissages et n'aide en rien les élèves. Au contraire de la sanction, considérée comme un renforcement positif, qui, quant à elle, permet de responsabiliser les élèves afin qu'ils se rendent compte de ce qui leur est permis ou non. Selon nous, les examens traditionnels de fin d'année ne produisent aucun résultat positif. Ils ne sont là que pour permettre aux parents de glorifier leurs enfants et de se vanter pour leurs bons résultats. Et aussi pour permettre également aux enseignants de flatter un petit peu leur ego. Quant aux élèves, ils ne leur apportent que du stress et de la pression qui peuvent les rendre malades ou les torturer. En d'autres mots, étant donné que les examens n'apportent rien de positif à l'élève, nous ne voyons pas l'intérêt de les mettre en place au sein de notre école. Quelle déception pour M. Ferrer s'il voyait l'importance encore accordée à l'évaluation à l'époque actuelle dans nos classes. En effet, rien que sur ce dernier mois de stage, j'ai dû, quitte à bâcler certains éléments de ma séquence, réaliser 5 interrogations. Je me pose donc la question suivante. L'apprentissage n'est-il pas mis à mal par cette obsession d'évaluation ? En tant que future enseignante, j'évaluerai les élèves car c'est une obligation et j'essaierai de ne pas en faire une priorité. Pour que l'enseignement soit efficace, il faut respecter les volontés intellectuelles, physiques et morales de l'enfant. L'éducation, c'est aussi laisser l'enfant se prendre en charge et lui permettre de devenir autonome. Cette pratique pédagogique nous est en effet enseignée depuis le début de notre formation. On nous a souvent répété qu'il était important de rendre l'élève acteur de son apprentissage et de le placer au centre de celui-ci. Pour ce faire, on se doit d'appliquer une méthode dite inductive afin que les élèves soient les plus actifs possibles et puissent par la suite devenir plus autonomes.